Jean-Yves Le Drian, nous vous écoutons. Bien, merci. Mesdames et messieurs, chers amis, merci de m'avoir invité. Merci Francis Vallat. Merci au Cluster maritime français. Merci au président Rousset d'avoir l'élégance d'être là quand je parle, parce que moi je n'aurais pas, je ne le vois plus, mais je n'aurais pas la réciproque, puisque je devrais partir avant qu'il ne parle lui. Et s'il dit du mal de moi, j'espère que vous pourrez me le rapporter. Je voulais vous dire que ici, je me sens quand même aux assises maritimes annuelles, comme chez moi, un peu dans le sentiment de jouer dans mon jardin et de retrouver des amis. Je crois que j'ai assisté à toutes les assises depuis qu'elles existent, sauf une, je crois, à Dunkerque, parce que j'avais dû avoir des contraintes. Donc j'espère que cette fidélité qui a commencé, j'étais député maire de Lorient, après président de la région Bretagne, maintenant ministre de la Défense. J'espère que cette fidélité me vaudra une prime de fidélité. On va y penser. À un moment donné, alors je ne sais pas si j'ai le droit à une entrée gratuite aux prochaines assises ou un abonnement aux marins à vie. Je ne sais pas, c'est comme j'ai l'intention de vivre longtemps. Ça... Enfin, en tout cas, sachez que c'est pour moi un déplacement qui me fait vraiment très plaisir. Et comme militant de la mer, j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser cette phrase, et le fait d'être ministre de la Défense me confirme dans cette posture. Je voulais aussi vous féliciter de votre sens de l'anticipation, mais ça c'est propre à Francis Vallat, parce qu'aujourd'hui, ce matin, le Frédéric Cuvillier au Conseil des ministres a développé le plan maritime pour la France. Et vous avez décidé de tenir ces assises le 21 novembre, il y a déjà un an. Donc savoir un an à l'avance, faire en sorte qu'un an à l'avance, on puisse harmoniser la réunion de conclusion des assises et la communication au Conseil des ministres, c'est vraiment très fort. Et je voulais vous en féliciter, mais vous avez eu, je pense, l'avant-propos hier à l'ouverture de vos travaux par Frédéric Cuvillier, qui est aussi, lui aussi, un militant de la mer, et qui permet, je pense, à vous tous, à tous les réseaux du cluster maritime français, d'avoir là un bon interlocuteur. Et même si je dispose, mais on en reparlera tout à l'heure, de la flotte la plus importante, d'une certaine manière, peut-être pas la plus importante, parce que CMA, CGM, Amiral ou Amiraux, messieurs les amiraux, je pense que si on avait le nombre de bateaux de CMA, CGM, on se porterait plutôt mieux. Mais enfin, on a quand même un niveau de qualité dont on pourra revenir. Mais en tout cas, concernant les enjeux maritimes, je peux évidemment appuyer Frédéric Cuvillier autant que faire se peut. Je voudrais vous faire part de quelques réflexions du moment. Je ne veux pas revenir sur tous les sujets maritimes. D'abord, vous en avez déjà entendu un peu sur un certain nombre de questions, mais quand même sur ce qui, pour moi, est sans doute la question stratégique majeure. Là, je ne me parle pas uniquement comme ministre de la Défense, mais en partie quand même. On a dit pendant très longtemps, je l'ai dit, beaucoup d'entre vous l'ont dit, la France a tourné le dos à la mer pendant nombreuses années, elle restait une nation continentale, etc. etc. Enfin, je ne vous refais pas le discours que vous connaissez bien. Enfin, je ne vais pas le faire ici, il faut le faire dans d'autres enceintes pour convaincre, mais ici, personne n'a à être convaincu. Et on s'est souvent demandé pourquoi. On a eu l'occasion d'émettre des hypothèses. Je reste convaincu que si la France a toujours choisi, jusqu'à ces dernières années, les 2900 km de frontières terrestres pour assurer sa sécurité par rapport aux 4800 km de frontières maritimes, je parle que de la France métropolitaine, c'est parce que, du point de vue de la défense,
Donc du point de vue de notre sécurité, pendant de très nombreuses années, la menace était à l'Est. Et c'est sans doute ce qui nous a attirés vers les choix continentaux plutôt que vers les choix maritimes. Et ça a duré de très nombreuses années. Donc le point d'entrée de cette espèce de retrait maritime qu'a eu notre pays pendant de nombreuses années était lié aux risques, aux menaces qui venaient du continent. Et il faut remonter à loin. Je ne vais pas refaire l'histoire, même si c'est ma formation initiale. Et aujourd'hui, c'est tombé. Et je me prends parfois à me réfléchir sur le fait que le retour de la mer est lié à la chute du mur de Berlin. Comme si, pour notre pays, là, je parle en termes, pas uniquement en termes de défense, en termes d'intérêt, peut-être même de prégnance culturelle, que la brèche dans le mur de Berlin avait fait pénétrer la mer. Une image un peu audacieuse, mais qui a un petit peu de sens. Non, plus de risques, plus de dangers, même s'il faut se protéger, dans la sphère européenne. Nous avons même réussi à faire progressivement que le concept d'Europe de la défense va peut-être, je l'espère, pouvoir émerger. Il y a donc la paix à l'Est. Et c'est la paix à l'Est qui nous permet l'ouverture à l'Ouest, et que l'ouverture à l'Ouest, c'est la mer, mais l'ouverture au Sud aussi, c'est la mer. Oui, vous dire cela parce que je crois que c'est une préoccupation, une explication significative. Et cela concorde, mais c'est une démarche différente, encore que concomitante dans le temps, avec la mondialisation qui se singularise par une maritimisation croissante. Et donc nous sommes dans une concomitance entre cette paix durablement gagnée qui nous sécurise à l'Est et cette maritimisation au cœur des formes contemporaines de mondialisation. Voilà ce qui se passe et ce qui fait que nous sommes aujourd'hui, me semble-t-il, dans une nouvelle donne considérable, beaucoup plus forte encore aujourd'hui qu'il y a 5 ans ou 10 ans lorsque les prémices de cette évolution se faisaient sentir et qui me paraissait essentiel de souligner à l'ouverture de mon propos. C'est cette conviction que j'ai vraiment totalement et qui, je pense, partage aussi vos sentiments et vos espérances et vos actions. Cette place grandissante du fait maritime va se poursuivre. Alors elle se poursuit dans les secteurs les plus traditionnels, les plus anciens, les plus historiques, en particulier le transport maritime, parce que le faible coût du transport maritime se poursuit. Voilà des siècles que la caravelle a remplacé la caravane parce que le coût était moins cher, et on n'a pas fini d'exploiter le faible coût du transit par voie de mer. Et on voit toute une série d'évolutions qui nous montrent que ce chemin-là est encore extrêmement porteur, ne serait-ce que par les travaux d'agrandissement du canal de Panama ou par les nouvelles routes de l'Arctique. Enfin, tout cela va dans le même sens. Et quand des rapports très sérieux, je pense au rapport du Sénat, quand on parle du Sénat, on dit toujours que les rapports sont très sérieux. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi les rapports de l'Assemblée nationale ne seraient pas sérieux. Mais enfin bon, les rapports du Sénat, très sérieux. Sans doute sont-ils plus sages que les députés. En tout cas, ils disent, et ils ont raison, donc ils sont sérieux, que les perspectives jusqu'en 2020 font que le doublement des flux va se manifester, ce qui montre qu'il y aura de nouvelles activités portuaires, de nouveaux bâtiments, de nouvelles dynamiques d'emploi. C'est tout à fait essentiel pour nous tous. Et ce fait maritime-là, du fait de la maritimisation des échanges, va se poursuivre, ce qui nous donne des responsabilités pour nous, pour la France. Ce n'est pas directement de ma compétence. Je vais revenir tout à l'heure sur les sujets de ma propre compétence, mais il faut être prêt à l'ouverture du canal de Panama, il faut être prêt à l'accueil de ce qui va se passer dans les routes du Nord, il faut être prêt dans tous les domaines, y compris d'ailleurs dans le domaine de la formation. Et je me permets de vous redire ici tout l'attachement que je porte à l'École nationale supérieure maritime. C'est un vieux sujet pour moi. Parfois, nous avons eu avec certains d'entre vous quelques désaccords à la marge, parce que sur l'enjeu principal, nous sommes bien d'accord.
il était bien évident que, étant donné mon origine, je ne pouvais pas ne pas soutenir le site de Saint-Malo, mais j'ai cru comprendre, en écoutant M. Cuvillier ce matin, que c'était une question qui ne se posait plus. Donc très bien. La question qui se pose dans ce contexte-là, je profite de cet incident pour dire qu'il nous faut doter l'École nationale supérieure maritime de la solidité qu'elle mérite et que c'est un sujet national et non pas un sujet d'un lobby maritime particulier, vu l'ampleur des dossiers. Je serai très vigilant sur ce sujet. Il m'a été proposé par Francis Vallat et par son équipe que pour valoriser l'École nationale supérieure maritime, il serait bien que les élèves, au moins ceux qui ont une préparation militaire supérieure, puissent défiler pour le 14 juillet. Ce serait une bonne manière de mettre en valeur ces formations maritimes. Moi, je suis pour. Je n'ai pas beaucoup de responsabilités mais sur le 14 juillet, j'ai un petit peu de responsabilité, donc je vais en profiter, comme j'ai pu le faire pour le Bagat de Lanbiway au dernier 14 juillet, mais ce n'est pas la même chose. Mais je suis pour, sous réserve qu'ils répètent, parce qu'il faut faire quand même bonne figure, et qu'ils soient... Alors on me dit, ça ne peut pas être pire que Polytechnique. Moi j'ai vu la manière dont les polytechniciens se préparaient. Il faudra donc que les élèves de l'École nationale supérieure maritime fassent de même. En tout cas, si vous êtes au rendez-vous, moi j'y serai sans aucune difficulté. Je reviens à des choses complémentaires. Là, c'était pour le fun, mais en même temps, le symbole est toujours très important. Donc je constate avec vous cette mutation maritime sur les activités historiques qui sont amenées à se poursuivre, à se renforcer, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Je ne parlerai pas de la pêche ici, ça mériterait beaucoup de développement, mais ce n'est plus directement mes compétences. Mais je parle aussi des activités nouvelles sur les biotechnologies marines, sur le transport de passagers, sur l'éolien offshore, sur l'ensemble des énergies d'origine marine. Tout cela fait un ensemble que vous connaissez bien, dont vous avez déjà parlé, dont vous allez reparler, qui est tout à fait essentiel et qui fait que la mer est notre nouvelle frontière et que le XXIe siècle, je l'ai dit à plusieurs reprises, je le redis ici, sera maritime pour les raisons que j'ai indiquées au départ et surtout et en même temps pour le fait que les nouvelles technologies éclosent dans cette nouvelle frontière et que la mer devient une pépinière d'innovation. Et cette pépinière d'innovation, il faut que la France puisse y jouer sa partition. Mais je constate de plus en plus que des grands groupes, je ne parle pas uniquement dans les grands groupes ou des CNS, même si le président Boissier sait bien que j'ai toute une considération pour ce groupe, mais des grands groupes commencent désormais à s'intéresser à la mer, qui n'est plus considéré comme un secteur qui n'a pour perspective que la gestion du déclin de ses activités, mais qui au contraire est maintenant porteuse d'avenir. Et je crois que dans le débat sur la compétitivité qui est ouvert dans le pays, il faut que les activités maritimes trouvent tout leur sens. Je pense en particulier, je me permets un peu de liberté par rapport à mes fonctions actuelles. Je pense en particulier à l'exportation. Ce qui me surprend, c'est que quand on parle d'exportation militaire, de défense, en France, on pense uniquement avion. Alors je rassure Alain Rousset, parce que l'Aquitaine est une terre d'aviation. J'ai beaucoup de considération pour la capacité française en matière d'avionique en général, y compris l'avionique militaire, y compris du Rafale, qui est un très bel avion, qui est sans doute le meilleur avion du monde. Mais quand on vend des bateaux, c'est bien aussi. Et je constate que, alors qu'on ne le dit pas assez, on vend en ce moment plus d'équipements maritimes à l'exportation que d'équipements d'avionique militaire. C'est une réalité. Assumons-la avec satisfaction. C'est-à-dire que considérons que c'est une nouvelle marque française
qui n'anticipe en rien, qui ne renie en rien, qui ne remet pas du tout en cause le fait que nous avons une capacité dans l'électronique, dans l'aviation militaire, qui est tout à fait exceptionnelle. Mais prenons aussi considération sur le reste. J'ai eu l'occasion de dire ça à Euronaval, je ne vais pas me répéter, mais autant qu'on en ait la culture et la prise de conscience. Je n'oublie pas, loin de là, que je suis ministre de la Défense, je vous en ai peu parlé, et je voudrais redire ma conception. Je vois, comme ministre de la Défense, la mer de deux manières. Je l'ai déjà évoqué à Euronaval, mais je voudrais le reprendre plus longuement, au moins sur une partie. La mer comme un espace de manœuvre logistique à protéger, et la mer comme un espace de manœuvre stratégique à exploiter. Et c'est dans cette articulation-là que se trouve la stratégie maritime de notre pays. La capacité à faire les deux et à articuler les deux. C'est-à-dire trouver le juste équilibre et la cohérence entre une armée de mer et une marine d'État. Faire en sorte que cela soit dans une manœuvre stratégique globale qui me paraît tout à fait déterminante et que je souhaite voir mise en œuvre dans le cadre du livre blanc. Quelques mots sur la deuxième dimension, sur l'armée de mer, pour vous rappeler, mais vous le savez, que les enjeux sont considérables, que l'espace stratégique maritime devient un espace extrêmement sensible et que j'ai été pour ma part très frappé de constater lors de ma première visite en Asie combien ce sujet-là devenait central et que les potentialités conflictuelles dans le domaine maritime sont en train de s'accumuler en Chine et qu'il nous faut réfléchir à cette situation. Et je souhaite que le livre blanc, qui est en cours de gestation, comme vous le savez, je vais y revenir dans un instant, puisse prendre en considération cette nouvelle dimension. Et c'est au nom de cette vision, de cette nécessité stratégique, de notre possibilité, notre capacité à intervenir en mer et depuis la mer en toute autonomie, que j'ai rappelé à Lorient, à l'occasion de la mise en l'eau de la FREMM Normandie, alors que, Monsieur le Président, la FREMM Aquitaine vogue déjà. J'ai rappelé l'importance que j'attachais au bon déroulement de ce programme, qui est essentiel pour que nous ayons la capacité d'agir convenablement. Ça, c'est la partie plus strictement stratégique, c'est la partie plus strictement espace de manœuvre stratégique à exploiter. Je voudrais surtout, dans ces assises de l'économie maritime, revenir sur l'espace logistique à protéger et identifier avec vous quelques sujets, puisque c'est plutôt ce dont je dois parler ici. D'abord, pour vous rappeler les risques et les menaces qui existent maintenant du fait de la mondialisation maritime ou de la maritimisation mondiale que nous constations en commençant. Pour moi, il y a trois sortes de menaces. Il y a les menaces liées au milieu, les dangers liés au milieu. On les connaît, ils ne font que s'accroître. Sécurité des personnes et des biens. Et les normes peuvent être très sévères, mais il n'en demeure pas moins qu'on n'aura jamais le risque zéro, en connaissant l'accroissement des trafics commerciaux, le fait que les flux restent sur les mêmes routes et que par ailleurs s'accumulent d'autres partenaires, d'autres intervenants, la multiplication des navires de plaisance et singulièrement depuis peu l'arrivée en mer d'installations offshore, voire d'installations liées à l'énergie, qui ne sont pas automatiquement offshore, qui permettent d'avoir des contraintes qu'il nous faut examiner et prendre en compte. Donc il y a la première menace liée au milieu. Il y a la deuxième menace liée aux hommes qui profitent indûment de la liberté des mers
en exploitant l'espace maritime pour des activités illicites. Je pense à tous les trafics qui sont en croissance, que ce soit trafic de drogue, trafic d'armement, trafic d'êtres humains, et qui sont très préoccupants. Je crois que, pour ma part, une des découvertes que j'ai pu faire dans mes fonctions, ça ne fait que 6 mois, c'est l'ampleur et les risques liés au narcotrafic, avec tous les incidences que ça peut avoir, y compris les circuits qui vont du Brésil à la Guinée-Bissau, qui remontent par le Sahel, et qui alimentent par ailleurs des groupes terroristes, puis ça revient en France. Bon, bref, il y a là des risques majeurs, préoccupants, qui concernent directement la sécurité de notre pays et qui doivent être pris en compte. Et la mer est un vecteur de concentration de ces trafics. Je vais vous donner deux chiffres. En 2011, 13 tonnes de produits stupéfiants ont été saisis en mer sur 7 navires par la Marine nationale, ou avec le concours de la Marine nationale lors des opérations de lutte contre le narcotrafic. Et à peu près sur la même période, il y a eu 6 tonnes et demie de cannabis saisies à Paris au prix de 22 000 interpellations. On voit bien que la mer concentre les risques liés aux activités illicites, au trafic illicite que je viens d'énumérer. Puis la troisième menace, vous connaissez, c'est la menace liée au brigandage, qu'il s'agisse du pillage des richesses des zones économiques exclusives, que ce soit les ressources biologiques, minérales ou halieutiques, avec les risques conflictuels qu'ils engendrent, ou la piraterie qui s'en prend au flux maritime et donc directement à notre économie. D'autant plus que, concernant la piraterie, comme les routes changent peu et que les points de passage obligés sont bien identifiés, les tentations de détournement sont de plus en plus nombreuses. Alors, face à ces 3 séries de menaces, la Défense, le ministère de la Défense, par la Marine nationale, répond par 3 principes. Le principe de l'approche globale, le principe de la coordination internationale et le principe et l'exigence d'une démarche capacitaire. Et je voudrais, pour terminer mon propos, dire quelques mots sur chacun de ces principes. D'abord, nous faisons le choix d'une approche globale. Il y a une action de l'État en mer à la française qui est globale, qui n'entend pas séparer les métiers, qui considère que l'unicité du milieu est premier et qui incite évidemment à une politique intégrée. Et c'est ce système que j'entends bien poursuivre à ma place, mais je crois que c'est aussi la position du Premier ministre, pour que cette réelle autorité de coordination de l'action de l'État en mer aujourd'hui puisse se poursuivre, se garantir, s'assurer techniquement. Et j'aurai l'occasion assez rapidement de me rendre sur place pour m'assurer que tout cela va bien. Donc il nous faut consolider cette organisation et peut-être même en faire un modèle. Je constate par mes différents contacts que plusieurs pays européens, directement confrontés aux 3 risques que je viens d'indiquer en commençant, sont intéressés par notre propre histoire. Même si les cultures peuvent être différentes, il y a des principes d'unité et de globalité qui me paraissent essentiels à maintenir. Je voulais le dire ici pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, mais je pense que dans votre esprit, il n'y en avait pas même avant de m'entendre sur ce point. Le deuxième principe, c'est la coopération internationale ou européenne. Je me permets d'insister là-dessus, en particulier sur la situation dans la Corne d'Afrique. Il y a eu une initiative qui a été prise, qui s'appelle l'opération Atalante, qui est aujourd'hui considérée comme une référence opérationnelle de ce que peut être demain l'Europe de la défense. Et c'est d'ailleurs assez symbolique et pour nous assez satisfaisant que ce soit par le biais maritime que l'Europe de la défense, dont on a beaucoup parlé et de manière souvent incantatoire depuis de nombreuses années, mais que là, elle prenne forme par l'action. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne fera pas l'Europe de la défense par la déclaration. Ça aurait déjà été fait, tellement il y a eu de déclarations. Il faut faire l'Europe de la défense par l'action. Et comme c'est la mer qui ouvre, eh bien, tant mieux pour nous. Et donc l'opération Atalante va se poursuivre.
s'élargir même pour faire en sorte que nous puissions aider les États riverains à se doter de compétences juridiques, techniques, civiles et militaires pour assurer dans la durée, après, le relais nécessaire, même si ça prendra du temps. Et c'est la raison de la mission européenne qui a été lancée en accompagnement de Atalante, qui s'appelle EUCAP Nestor, qui est dirigée d'ailleurs par un amiral français. Et ça, c'est une avancée significative. Et la lutte contre la piraterie a produit des effets, puisque le nombre de bateaux interceptés par ces pirates a diminué de manière extrêmement sensible depuis que le Atalante s'est mis en place. 44 navires capturés en 2008, 6 à l'heure actuelle en 2012. Et donc ça montre que l'action de dissuasion a été significative. Alors, dans ce contexte, je sais que se pose la question des services privés en complément de la présence d'équipages embarqués de la Marine nationale autant que faire se peut. Je crois que d'ailleurs les résultats sont significatifs, puisque dans 75% des cas, la demande est honorée et que la présence de marins à bord a contribué singulièrement en complément d'Atalante à faire en sorte qu'il y ait moins d'actes de piraterie. Mais je sais que certains d'entre vous disent qu'il faudrait régler le problème des 25%. J'y suis prêt. J'y suis prêt. Simplement, ce que je souhaite, c'est qu'on respecte un calendrier, pas trop long, pour faire en sorte que le livre blanc pour la sécurité de la France, qui est en travail actuellement, auprès duquel j'ai demandé que vous soyez entendus, et vous le serez, que le livre blanc fixe très précisément cette orientation à laquelle je suis favorable, j'ai eu l'occasion de le dire, sous réserve que ça se passe en bonne cohérence, en bonne complémentarité, et non pas en substitution. Donc voyons ça très concrètement et très sereinement, en sachant que j'inscris cette disposition dans un ensemble plus vaste, qui est l'opération Atalante, plus l'opération dite EUCAP Nestor, plus l'opération globale de la Corne d'Afrique, en y intégrant aussi, mais là je suis en train de faire de la géostratégie, l'opération UTM Somalie, parce que tout ça fait un ensemble qui doit assurer sa cohérence. Je disais, il y a 3 manières de répondre. Premier principe, répondre globalement. Deuxième principe, répondre dans une dimension européenne et internationale. Je poursuis sur l'Europe au-delà de la sécurité immédiate liée à l'opération Atalante et à son environnement, pour vous dire aussi que nous devons nous inscrire dans un processus qui a été initié par Chypre lorsqu'ils assurent toujours la présidence jusqu'à la fin de l'année, qui sera poursuivi par l'Irlande au premier semestre prochain, qui est la dimension maritime intégrée. Ça, on connaît ça depuis déjà un certain temps, mais en ce qui me concerne, puisque cette partie de mon propos est liée à ma compétence de ministre de la Défense, à la dimension européenne de la défense maritime dans le cadre de la politique maritime intégrée. C'est en particulier le souci que nous devons prendre en compte dans le cadre de l'Agence européenne de défense sur la surveillance maritime, dans le cadre du projet Marsur que je souhaite vraiment voir aboutir, et en particulier permettre d'avoir un réseau d'interconnexion de l'ensemble des données sur l'image maritime sur l'ensemble du théâtre européen, ce qui nous donnerait une forme de sécurisation très importante. Et c'est les missions de l'Europe de la défense. Et je souhaite que l'Europe de la défense avance aussi par le maritime. Et il y a là un enjeu à la fois politique et technologique où la France doit jouer toute sa partition. Et je souhaite que nous puissions, les uns et les autres, dans le cadre du réseau maritime que constitue le cluster, nous puissions nous intéresser à ce point. Je voudrais en terminer, parce que je sens que je suis trop long, par la troisième partie, quand je vous ai dit qu'il fallait une réponse globale, une réponse internationale, il faut aussi une réponse capacitaire. La réponse capacitaire, c'est l'ambition qui devrait aussi sortir du livre blanc. Pour moi, c'est la cohérence de l'outil de la Marine nationale. Je ne suis pas favorable à identifier des opérations militaires nobles
c'est-à-dire celle des grands bâtiments qui se consacreraient à la guerre ou à la préparation de la guerre, et une action militaire moins noble qui serait le lot des petites unités, des patrouilleurs et de remorqueurs, avec finalement 2 marines. Je pense qu'il faut une unité, une cohérence de notre outil maritime, de l'outil de la Marine nationale, une polyvalence, une complémentarité, une cohérence. Et c'est la logique que j'entends développer. Et je vais vous donner un exemple qui m'a paru très révélateur et que je pense que je resservirai à d'autres occasions si c'était nécessaire. L'exemple de ce sous-marin nucléaire d'attaque, en opération en Méditerranée au début de cette année. Et en plongée, il entend un navire qui a toutes les caractéristiques d'un go-fast dans le cadre du narcotrafic qui existe aujourd'hui entre l'Afrique du Nord et l'Espagne. Et du coup, il alerte le centre opérationnel de la Méditerranée à Toulon, qui avertit nos amis espagnols, dont les gardes-côtes finissent par appréhender les trafiquants repérés par le sous-marin nucléaire d'attaque français. Voilà un bel exemple. Il faut une cohérence, une polyvalence et une réponse globale. C'est en cela que la défense contribue, pour sa part. J'ai surtout développé cette partie à la nouvelle aventure maritime qui est la nôtre, la nouvelle frontière qui est la nôtre. D'une certaine manière, la mer est en train de devenir notre terre, et tant mieux. L'avenir de nos sociétés passe par la mer. On ne veut pas dire que la mer permet tout, mais il faut constater que sans la mer, on peut aujourd'hui de moins en moins. Je sais que c'est votre conviction, sachez que c'est la mienne, et essayons ensemble de faire avancer cette belle idée de l'avenir maritime de notre pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci Jean-Yves Le Drian. Et merci de l'amabilité que vous nous faites de rester parmi nous pour la première partie de la